d'abord remercier également Monsieur le directeur en fait, de la BERD au Maroc pour son excellente intervention et surtout pour cet éclairage qui me facilite la tâche pour pouvoir passer directement, je dirais, donc à la vision du gouvernement. Comme vous le savez, le Parti Istiqlal est un parti, une composante essentielle de cette majorité gouvernementale. Et dans ce cadre-là, donc, ce sera une occasion pour vous présenter ce que nous faisons dans le cadre du programme gouvernemental que nous avons arrêté sur la base des programmes des partis politiques composant la majorité gouvernementale, dans bien évidemment le programme du Parti Istiqlal, mais également évidemment la déclinaison du nouveau modèle de développement tel qu'il a été arrêté et validé par l'ensemble de la population. Si vous permettez, je voudrais tout d'abord rappeler, puisque le sujet est celui des crises finalement que nous sommes en train d'affronter, qu'aujourd'hui, en fait, on est face à une situation particulière, c'est que nous avons plusieurs crises que nous avons été amenés à affronter. Des crises qui sont liées à un certain nombre de chocs multiples qui ont été concomitants. Nous avons eu la pandémie avec le Covid et ses effets en fait, qui ont duré. Je vous rappelle, quand on était au gouvernement, quand on est arrivé au gouvernement en octobre 2021, ben, la pandémie était toujours là et on a pu se libérer, commencer à se libérer qu'à partir de février-mars de l'année 2022. Il y a évidemment les tensions géopolitiques, dont notamment la guerre en Ukraine, et qui a eu des impacts majeurs avec les renchérissements des prix, mais surtout les pénuries d'un certain nombre de produits et qui ont entraîné donc une implosion en fait d'un certain nombre de prix des produits de première nécessité, que ce soit l'énergie, les produits alimentaires, mais également les matériaux de construction et évidemment qui ont eu un impact majeur sur notre économie. Il y a également, je dirais, les chocs donc liés aux fragmentations que nous sommes en train de vivre, les fragmentations politiques, géopolitiques liées, je dirais, à ce nouvel ordre mondial qui est en cours qu'on est en train de dessiner aujourd'hui, mais également la réouverture désordonnée de la Chine dont on ne connaît pas véritablement tous les effets, sans parler évidemment des chocs climatiques et le Maroc on a subi malheureusement fortement, je dirais, ces conséquences avec la sécheresse qui était la plus importante sécheresse que le Maroc ait jamais connue depuis 1940. Pour vous dire en fait l'importance des chocs qu'on a été amené à subir, sans parler des tensions, le directeur n'en a pas parlé, mais les tensions sur le système financier, avec ce qui s'est passé aux États-Unis, ce qui s'est passé en Suisse et les effets qu'ils peuvent avoir sur l'Europe et par conséquent qui peuvent également affecter notre pays. Et tout ça a fait peser évidemment beaucoup je dirais, des risques majeurs sur l'économie mondiale. Il y a un net ralentissement de la croissance mondiale. Et comme ça a été rappelé, on s'inscrit dans une logique d'un cycle long de croissance molle, donc une demande adressée au Maroc molle, donc des effets évidemment sur notre économie qui est particulièrement évidemment orientée vers l'économie mondiale et qui fait partie évidemment des chaînes de production mondiaux. Deuxième point important aussi, la surchauffe inflationniste qui est là, qui diminue, mais qui est toujours là et qui risque de perdurer dans le temps. Et là, les effets aussi majeurs qu'on a subis et qui est un phénomène mondial, le creusement des inégalités qui s'est aggravé de manière assez forte et évidemment l'augmentation de la pauvreté qui rend en fait des tensions sociales potentielles qui sont au niveau qu'on peut avoir au niveau mondial, mais qui peuvent également affecter notre pays. Sans parler d'un point qui me semble particulièrement inquiétant, c'est cette incertitude qui est là. On ne connaît pas demain quel sera le devenir de cette guerre en Ukraine, comment elle va évoluer, quels seront ses impacts. On ne sait pas comment, en fait, ce nouvel ordre mondial, ce qui se passe en Taïwan, etc., quelles seront les répercussions sur le Pacifique. Donc, tous ces éléments réunis font qu'on est dans un monde incertain, qui est de plus en plus incertain, et qui nous amène véritablement à nous interroger sur les politiques à mener pour pouvoir être en phase avec ce besoin d'adaptation par rapport à cette incertitude, et comment anticiper au mieux, je dirais, et réagir au mieux à ces évolutions. Et dans ce cadre-là, moi je dirais que le gouvernement, par rapport à cette situation, s'est lancé dans 5 batailles majeures, et de manière simultanée. Nous menons aujourd'hui la bataille de la résilience, nous menons la bataille de la souveraineté,
nous menons la bataille de l'équité, nous menons la bataille de la relance économique et nous menons la bataille des transitions stratégiques pour notre pays. Et pour y parvenir, nous avons décidé, nous sommes inscrits dans une logique de mettre l'accent sur 3 points. Le premier point, c'est d'abord de fixer un cap clair. Le gouvernement est décidé à mettre en œuvre le nouveau modèle de développement, qui sera amené évidemment à être modulé par rapport à ces évolutions, et en même temps décliné dans le cadre de notre programme gouvernemental en s'appuyant sur 2 axes majeurs, qui est l'État social et l'émergence économique durable. Deuxième élément important, c'est une démarche. Et la démarche consiste essentiellement, et je veux insister sur la démarche, elle consiste essentiellement à agir conjoncturellement tout en nous inscrivant dans une logique structurante. Aujourd'hui, il ne s'agit pas de réagir, mais il s'agit d'agir dans une vision de long terme et qui nous permettrait véritablement de sortir définitivement de la crise où nous sommes aujourd'hui. C'est la grande difficulté et c'est le grand objectif qu'on s'est fixé. Et une approche, et l'approche c'est de territorialiser et d'aller des territoires en fait vers les territoires. Et ça aussi c'est quelque chose de nouveau qui est un nouveau paradigme qu'on est en train de mettre en place. Alors, la résilience économique, comment consolider cette résilience économique? On en a parlé, la crise en Ukraine, plus la pandémie, tous ces éléments réunis ont provoqué une flambée inflationniste importante qui a touché les prix de l'énergie, des denrées alimentaires, plus évidemment la sécheresse qu'a connue notre pays, qui a fait que nous avons atteint un chiffre record qui nous ramène aux années 80, qui est une inflation autour de 6,6%. Et l'indice des prix des produits alimentaires a augmenté de 11%. Je tiens à rappeler que pendant 20 ans, le taux d'inflation au Maroc moyen n'a pas dépassé 1,5%. Donc vous voyez l'évolution majeure que nous avons subie au courant de l'année 2022, sans parler du fait qu'évidemment on a eu une saison agricole qui était particulièrement faible, avec 34 millions de quintaux, donc une facture, je dirais, céréalière importante en matière d'importation. Et grâce à Dieu, en fait, le Maroc a eu la chance d'être un pays qui n'était pas très dépendant de l'Ukraine, puisqu'elle ne représentait que 20%, donc on a pu facilement substituer en fait ce niveau d'importation et nous a permis d'avoir en fait nos besoins à ce niveau, et je reviendrai sur ce point. Et la facture énergétique qui est arrivée à 153 milliards de dirhams, donc près de 15 milliards d'euros, et qui a connu une augmentation de 102%. Donc vous voyez un peu dans quel cadre en fait nous sommes trouvés. Et qu'est-ce qu'a fait le gouvernement en fait pour faire face à cette inflation majeure et aussi pour pouvoir soutenir finalement le pouvoir d'achat des citoyens? Alors, un élément essentiel sur lequel je voudrais mettre l'accent dans ces mesures qui sont liées et qui sont conjoncturelles, premier point, c'est maintenir les prix de première nécessité qui sont inscrits dans le cadre de la caisse de compensation stable. Ça nous a coûté 40 milliards de dirhams. On est passé de 17 milliards à 40 milliards de dirhams pour que la bonbonne de gaz reste à 40 dirhams au lieu de monter à 140 dirhams, pour que le sucre reste au prix actuel au lieu de doubler, pour que la farine et donc le pain ne passe pas à 2 dirhams, à 2 dirhams 20 et reste à 1 dirham 20. Donc ça, c'est un effort monstre qui a été fait pour pouvoir maintenir, je dirais, les prix de première nécessité. À côté de ça, nous avons également supporté et soutenu, je dirais, les transports. Que ce soit le transport de marchandises, le transport, je dirais, collectif, le transport, donc, lié également donc des transports des voyageurs, etc., etc. Le ministre des Transports est là pour en attester. C'est quand même 5 milliards de dirhams qui ont été mobilisés et 400 millions de dirhams pour l'année 2023 pour, maintenir les prix stables pour les prix qui sont fixés et pour je dirais, le transport des marchandises pour atténuer les effets donc qui pouvaient avoir inflationnistes qui auraient pu toucher, je dirais, tous les autres produits. Nous avons également, à côté de tous ces éléments, nous avons pris une mesure phare dont personne ne parle. En France, on parle de bouclier énergétique.
eh bien, le Maroc, nous avons décidé de maintenir les prix de l'électricité stables. Aujourd'hui, vous parliez du fait que le charbon, en fait, représente 65% de notre input pour produire de l'électricité. Ben, le prix du charbon a connu à un moment donné une augmentation qui est passée de 75$ à 345$. Et donc, ça a une explosion. Et malgré tout, nous avons maintenu les prix stables. Quand on dit qu'on a maintenu les prix stables de l'électricité, ça veut dire que nos amis citoyens, nos concitoyens ici présents, ben leur facture d'électricité aurait dû doubler. Et aujourd'hui, au lieu de payer 400 dirhams, ils auraient dû payer 800 dirhams. Au lieu de payer 1000 dirhams, ils auraient dû payer 2000 dirhams. Eh bien, on a maintenu cette facture au même niveau. Mais j'ai parlé de nos concitoyens, mais je parle aussi de nos entreprises. Et le coût de production aurait dû augmenter de manière très sensible, ce qui aurait impacté tous les autres produits, parce qu'on parle essentiellement des produits alimentaires aujourd'hui, mais tous les autres produits auraient dû connaître une augmentation massive, et qui n'a pas eu lieu grâce à la mesure qui a été prise par le gouvernement de maintenir les prix de l'énergie, de l'électricité stable. Et ça, de l'électricité stable, c'est aussi un élément important. Sans parler de toutes les mesurettes qu'on a été amené à prendre, c'est la suspension ou la suppression des droits de douane, de la TVA sur certains produits. Le dernier en date, évidemment, c'est pour la viande, pour baisser le prix de la viande, pour pouvoir importer les bovins de Brésil que tout le monde a vu circuler dans les rues du Rabat. Eh bien, aujourd'hui, c'est aussi un élément qui était essentiel pour pouvoir faire en sorte à ce que le prix également de la viande puisse revenir à ces niveaux d'antan. Et donc, toutes ces mesures qui sont faites, certes, l'inflation a connu une augmentation importante, mais il faut dire que le Maroc a pu contenir l'inflation à un niveau le plus bas dans la région. Le niveau le plus bas au niveau de la région MENA, le niveau plus bas que celui de l'Europe, le niveau plus bas que celui des États-Unis. Et ça aussi, c'est un élément essentiel qu'il faudrait relever. Donc oui, nous avons eu une inflation beaucoup plus importante qui a affecté le pouvoir d'achat de nos concitoyens, mais nous avons réussi à le contenir à un niveau relativement meilleur que dans d'autres pays. Et donc cette manche que nous avons gagnée, eh bien aujourd'hui, nous avons une deuxième manche qui est encore plus importante. C'est celle de baisser l'inflation pour qu'elle revienne à son niveau antérieur. Et c'est ça le vrai combat que le gouvernement est en train de mener. Et dans ce cadre-là, je voudrais dire que, comme ça a été rappelé, il y a un certain nombre d'éléments positifs qui facilitent la tâche, puisque aujourd'hui un certain nombre de produits, des produits importés ont connu une baisse significative, et que ce soit au niveau du fret, que ce soit au niveau du gaz, etc., et du blé aussi, qui a connu une baisse particulièrement importante, donc qui permet de nous souffler. L'OPEP a réagi par rapport à la baisse importante du prix du cours du pétrole, donc pour le maintenir stable autour de $80. On ne connaît pas l'évolution future, donc c'est cet élément d'incertitude que nous avons, mais globalement il y a une tendance baissière donc des prix importés, et comme ça a été dit, cela va nécessairement se répercuter en bout de chaîne sur les prix à la consommation, et donc ça va affecter. Deuxième élément, c'est que ces baisses dont on parle, et mon ami Adil a eu l'occasion d'en parler l'autre jour, ces baisses dont on parle vont, parce qu'il y a un délai de répercussion, vont également se répercuter sur les autres produits donc industriels et les autres produits de marchandises, et tout cela va nécessairement se traduire par une meilleure maîtrise de l'inflation. Cette année, le FMI, vous avez parlé des chiffres d'aujourd'hui, le FMI parle d'une inflation à 4,3% pour le Maroc par rapport à 6,6% qu'on avait en 2022. Mais qu'on le veuille ou pas, et c'est là où en fait il est important de soulever en fait toutes ces questions, c'est que nous considérons que ces mesures que nous avons prises, que nous maintenons, d'ailleurs nous avons prévu 26 milliards de dirhams de compensation pour l'année 2023, ces mesures que nous maintenons, on doit les coupler par des mesures structurantes. Et parmi les mesures structurantes, mon ami Riyad va vous en parler tout à l'heure, c'est la réforme du marché de gros. Alors pourquoi j'insiste beaucoup sur cette réforme du marché de gros? Parce qu'il se trouve qu'on avait prévu de la réformer en 2010 sous le gouvernement Al-Fassi, que malheureusement il y a eu d'autres gouvernements qui sont arrivés après et qui n'ont rien fait. Aujourd'hui, on va faire. Et pourquoi c'est important? Parce qu'il faut savoir que le prix est fixé au niveau du marché de gros. Et ce prix est défini par rapport le rapport entre l'offre et la demande. Or, il se trouve que 40% de la production agricole ne passe pas par les marchés de gros et passe par des circuits parallèles. De telle sorte que le prix qui se fixe,
qui est fixé sur la base de bases fausses, sur une quantité d'offres qui est inférieure à la réelle quantité produite donc sur le marché. Et cela donne un dysfonctionnement qui se traduit par des augmentations de prix. Deuxième élément important, qui est l'organisation et la réduction des circuits de distribution, de commercialisation des produits alimentaires, qui en réduisant aussi, je dirais, ces circuits, on va pouvoir également mieux contenir les spéculations, mais surtout contenir en fait le circuit de commercialisation, et par conséquent, en réduisant le circuit, ça veut dire qu'on aura moins d'intermédiaires, et donc on va réduire chaque marge de chaque intermédiaire, et par conséquent, ça va se traduire par une meilleure maîtrise des prix. Il y a évidemment la dynamisation du Conseil de la concurrence. Comme vous savez, il y a une nouvelle loi qu'on a passée. Le décret est en cours de préparation pour adopter, pour qu'il puisse jouer pleinement son rôle. Parce qu'on a besoin d'avoir une meilleure régulation du marché, parce qu'on a besoin de combattre en fait les spéculations, parce qu'on a besoin de combattre les rentes, parce qu'on a besoin d'agir pour pouvoir faire en sorte à ce qu'on ait un véritable marché concurrentiel au niveau de notre pays. Donc, donc ça, c'est un des axes importants pour arriver à avoir une meilleure maîtrise de l'inflation. Mais maîtriser l'inflation n'est pas suffisant. Aujourd'hui, nous considérons qu'il est essentiel également d'agir sur les revenus, pour parler de pouvoir d'achat. Et dans ce cadre-là, agir sur les revenus, nous l'avons déjà fait avec un certain nombre de mesures. Comme vous le savez, et les opérateurs économiques sont là, et aussi les représentants des syndicats sont là, il y a eu la hausse du SMIC qui a été concédée et qui a été arrêtée. Donc il y a eu la première augmentation de 5% du SMIC en septembre 2022, et nous avons la prochaine augmentation du SMIC de 5% également en septembre 2023, sans parler de l'augmentation du SMAC, qui est le salaire minimum au niveau de l'agriculture, qui a été augmenté de 10%. Les avancements des fonctionnaires qui étaient bloqués pendant 2 ans ont été débloqués, c'est 8 milliards de dirhams qui ont été donnés. Il y a également la hausse des retraites pour le secteur privé qui a été augmentée de 5% à partir de janvier de cette année. Il y a eu la hausse des salaires du personnel de la santé. Un médecin généraliste qui rentre dans le secteur de la santé gagnait 8 000 dirhams par mois, aujourd'hui gagne 12 000 dirhams par mois. Les enseignants supérieurs ont connu une augmentation de 3 000 dirhams par mois. Nous avons également, je dirais donc, prévu aussi une augmentation pour les enseignants les plus performants de 850 dirhams par mois selon les écoles à partir de cette année. Et sans parler, je dirais, d'autres mesures qui sont en cours de négociation dans le cadre du dialogue social qui va démarrer à la fin du mois d'avril. Donc il y a aussi cette approche revenu qui a été introduite. Et quand on parle de revenus, on parle aussi d'hier. Donc il y a eu une baisse de l'impôt sur le revenu limité qui a coûté 2 milliards quand même et demi de dirhams. Donc ça fait une augmentation entre 90 dirhams et 200 et quelques dirhams pour je dirais, un fonctionnaire moyen ou pour un ménage, je dirais, qui a un salaire moyen entre 4 000 et 15 000 dirhams. Donc tout ça, il y a eu quand même ces appuis apportés et que nous allons, dans le cadre des mesures structurelles que nous avons prévues, conformément au programme gouvernemental, nous allons poursuivre la baisse de l'impôt sur le revenu. Nous avons également et je reviendrai là-dessus, également des aides directes qui seront accordées aux ménages les plus vulnérables et qui va rentrer en application dès cette année, à la fin de l'année 2023, sans parler également donc d'autres mesures qui rentrent dans le cadre de ce que j'appelle le revenu indirect, avec notamment la généralisation de la protection sociale et de l'assurance maladie, mais je reviendrai sur ce point par la suite. Donc, un élément essentiel, c'est améliorer le pouvoir d'achat en ayant une meilleure maîtrise des prix et en assurant une amélioration des revenus de nos concitoyens. Deuxième bataille. Deuxième bataille n'est pas simple. C'est la bataille pour combattre les effets des changements climatiques. Et dans le cas du Maroc, évidemment, la sécheresse est l'un des problèmes majeurs auxquels nous faisons face. Il faut rappeler que nous avons eu 4 années de sécheresse consécutives. 4 années de sécheresse consécutives, dont la plus importante a été l'année 2022. Septembre 2021 jusqu'à août 2022. Et dans ce cadre-là, pour vous donner un ordre d'idée, pour savoir l'ampleur de cette sécheresse, nous avons eu une baisse de 57%, je dirais, des apports en eau, et nous avons eu
une baisse de 87% de l'enneigement. On est passé de 46 000 km² à 5 500 km² de neige. Vous imaginez l'impact et les effets que cela pouvait avoir. Et dans ce cadre-là, alors évidemment, nous avons également pris un certain nombre de mesures d'urgence pour faire face à la sécheresse. D'abord, il y a eu, sur orientation du souverain, la mise en place du plan d'urgence sécheresse qui a coûté 10 milliards de dirhams pour aider les petits agriculteurs, pour leur permettre de faire face à cela, pour leur apporter un certain nombre d'éléments importants pour sauver leur élevage et leur apporter aussi les approvisionnements nécessaires en produits alimentaires. Nous avons mis en place avec les différentes agences de bassin et les différentes régions qui étaient le plus touchées des plans régionaux pour faire face à la pénurie d'eau à travers un certain nombre de mesures qui ont été prises, des forages qui ont été faits, un certain nombre de mises en place d'unités mobiles de dessalement de l'eau, etc., etc. Et donc, ils nous ont permis de passer l'année, malgré les difficultés, et notamment l'été, sans coupure majeure au niveau de notre pays, et qui était, je veux vous le dire, un miracle. Franchement, quand on a démarré, heureusement qu'on a démarré tôt, puisqu'on a vu la chose venir dès octobre, et on s'est préparé, on a d'abord utilisé le langage de vérité, on a expliqué ce à quoi on était affronté, mais ensuite nous avons agi et nous avons réussi, avec les mesures d'anticipation qui ont été faites, à passer l'été. Je vais vous donner un chiffre pour que vous l'ayez en tête. 2 700 000 Marocains qui ont bénéficié de camions-citernes d'eau pour pouvoir boire pendant les 3 mois d'été. Vous donnez l'effort qui a été fait et qui a, grâce à Dieu, porté ses fruits. Et puis, derrière tout ça, nous avons aussi mis en place un certain nombre de mesures pour pouvoir répondre à cette problématique. Mais comme j'ai dit, ça c'est ce que nous avons fait d'un point de vue conjoncturel. Mais en même temps qu'on agissait sur le plan conjoncturel, nous avons eu la feuille de route du souverain qui a arrêté la nouvelle vision en matière de stratégie d'eau et qui a arrêté sur le plan stratégique sur quoi on devait mettre l'accent. Et moi, je ne vais pas m'étaler trop longtemps, parce que là, je pourrais vous parler des heures, mais je vais vous donner 3 éléments clés, en fait, et qui constituent, de mon point de vue, les principales inflexions, pour ne pas dire les principales ruptures qu'il y a en matière de stratégie. La première, qui est la plus importante, c'est que nous avons considéré qu'aujourd'hui, qu'il était essentiel de mettre l'accent sur les eaux non conventionnelles. Aujourd'hui, il faut savoir que le dessalement de l'eau représente 11%, date d'aujourd'hui, représentait 11% de nos besoins en eau potable. Donc on avait 150 millions de mètres cubes, et on consomme 1,3 milliard de mètres cubes par an. Aujourd'hui, on s'inscrit dans une logique pour passer, avec l'appui de l'OCP, parce que l'OCP a mis en place également un plan majeur avec 560 millions de mètres cubes, on va passer de 150 millions de mètres cubes à 1,3 milliard de mètres cubes à l'horizon 2030. Et ce qui veut dire que plus de 50, pour ne pas dire de 60% de nos besoins en eau potable vont être servis par de l'eau dessalée. Et ce qui veut dire que, aussi, et c'est ça l'élément le plus important, ce qui veut dire que cette eau que les villes côtières mobilisées de la montagne, à travers les différents barrages qui existaient, ils ne vont plus les mobiliser. Ça veut dire que c'est de l'eau supplémentaire qui va rester pour l'agriculture et qui va rester pour pouvoir répondre aux besoins d'eau potable pour nos concitoyens au niveau du monde rural. Et en fait, on a complètement inversé la logique de solidarité. C'était une solidarité montagne-ville, côtière. Maintenant, ça va être une solidarité ville-côtière-montagne. Et mieux que ça, nous allons dessaler de l'eau à Safi pour l'emmener à Marrakech, pour pouvoir résoudre la problématique de Marrakech à ce niveau. Et nous avons, donc ça, c'est un des points clés que nous lançons, plus évidemment tout ce qui a trait au reuse, qui va connaître une augmentation importante. Deuxième élément important, c'est que dans cette logique de solidarité, on va avoir aussi un autre type de solidarité, c'est la solidarité entre les zones les plus pluvieuses vers les zones les moins pluvieuses. Et nous avons déjà démarré par la mise en place, je dirais,
de canalisation, en fait ce qu'on appelle l'autoroute de l'eau, entre donc la région du Sbou vers la région de Rabat avec Sidi Mohamed Abdallah pour le Bourg-Greb, pour aller vers Casablanca, et on va arriver jusqu'au barrage de Messira, qui répondrait aux besoins de Bey, et en même temps, on va aller jusqu'au Tensif. Donc voilà aussi un deuxième type de solidarité qui est intégré dans le cadre de cette vision. Et le troisième élément clé, c'est que nous allons mettre l'accent, et ça c'est un élément essentiel, sur l'économie d'eau et sur, je dirais, une préservation des nappes souterraines. Et à travers les contrats de nappes qui sont en train d'être mis en place, et je vais vous donner un exemple, et je m'arrêterai là. Contrat de nappe, nous avons décidé de faire un contrat de nappe pour les agriculteurs qui sont ici, dans la région de Boudnib. Boudnib, c'est près de Rachidia, et donc c'est là où nous avons beaucoup de plantations de palmiers, dattiers. Aujourd'hui, en fait, ce contrat de nappe, à Mski et à Boudnib, on avait prévu, il y avait eu 30 000 hectares d'autorisation, nous avons ramené ça à 15 000 hectares en fonction des besoins pour maintenir l'eau. Et ça, c'est un choix qui a été arrêté, sans parler de ce que vous avez vu. Nous avons, avec le ministère de l'Agriculture, enlevé les subventions sur les consommations les plus budgétisores, mais en même temps, dans une logique aussi de long terme, nous allons orienter, je dirais, dans le cadre de l'assolement, les cultures futures vers des cultures, je dirais, éco-responsables, et donc qui consomment moins d'eau à l'avenir. Donc ça, c'est aussi la vision stratégique dans laquelle on s'inscrit pour pouvoir répondre à cette problématique, donc sans parler du fait, puisque je parle de climat, sans parler du fait que le ministère des Finances a mis en place la budgétisation sensible au climat. Et ce qui veut dire que toutes les mesures qui sont prises, tous les projets qui sont pris, on s'assure qu'ils sont conformes, en fait, aux besoins de respecter les climats à l'avenir et les effets climat en la matière. Alors, je vais vous parler d'une troisième bataille que nous sommes en train de mener, qui est celle de la consolidation de la souveraineté économique. Alors, vous savez que c'est une tendance mondiale aujourd'hui, après la crise du Covid, tout le monde cherche véritablement à la construction d'une souveraineté sur les biens les plus stratégiques. Et c'est tant mieux. Il se trouve que c'est exactement la doctrine du Parti circulaire, que nous avons toujours défendue et qu'aujourd'hui on est en train de mettre en œuvre conformément aux orientations royales. Premier point, souveraineté de la décision économique. Je l'ai dit, ça a été dit, le Maroc a subi le choc du plan d'ajustement structurel par le FMI. Et on a eu du mal à en sortir. Il a fallu attendre 1994, on a commencé en 1983. Aujourd'hui, il s'agit de ne plus retomber dans ça. Et pour ne plus retomber dans ça, il faut absolument stabiliser le cadre macroéconomique. Et nous avons pu le faire malgré cette augmentation importante des dépenses de compensation, malgré la baisse de la croissance, nous avons réussi à baisser le déficit budgétaire, donc à 5,3% du PIB, et nous allons continuer à le baisser cette année pour être en dessous de 5%, autour de 4,5 ou 4,6%. Nous avons maintenu nos réserves de change à 6 mois d'importation. Nous avons stabilisé la dette à 70% du PIB, et l'objectif est de baisser ce niveau de la dette. Et tout ça également nous a permis, de maintenir la notation stable donc au niveau du Maroc, qui est l'une des meilleures notations en Afrique. Deuxièmement, nous avons pu obtenir la ligne de précaution par le FMI. Je peux vous dire que ce n'est pas évident à l'obtenir. Et donc, le Maroc est l'un des rares pays à avoir pu l'obtenir. C'est quoi, en fait, cette ligne de précaution? C'est que demain, on subit un nouveau choc, qu'on ait les garanties nécessaires pour pouvoir avoir les devises nécessaires pour pouvoir continuer à faire tourner la machine économique. C'est ce que nous avons eu au moment du Covid. Heureusement qu'on l'avait fait en 2012. Et aujourd'hui, on a pu la trouver. Et aujourd'hui, on a pour 5 milliards de dollars, donc pour pouvoir répondre à ces chocs qui pourraient advenir à l'avenir. Sans parler du fait que nous sommes sortis de la liste grise au niveau du GAFI et qui nous ouvre des perspectives très importantes en matière de financement. Alors, je voudrais également donc dire que nous allons poursuivre en fait dans cette logique de baisse du déficit budgétaire et de maintien du cadre macroéconomique stable. Et notre objectif évidemment, c'est de réduire de manière sensible l'inflation avec un policy mix
adéquat. Et quand je dis politique mixte, je parle de politique monétaire, je parle de politique budgétaire et je parle également des différents types de politiques qu'on doit mener aussi sur l'organisation, notamment pour la partie des produits alimentaires, pour pouvoir veiller à améliorer, je dirais, donc le niveau de l'inflation et le rendre revenir à la cible qu'on s'était fixée, qui était 2% donc par an. Alors, quand on parle de souveraineté, on ne peut pas ne pas parler de souveraineté alimentaire. Et dans ce cadre-là, il est important de rappeler l'orientation dans laquelle on s'inscrit. Je vous ai parlé du dessalement, je vous ai parlé également d'un certain nombre de choses, mais l'un des axes fondamentaux dont on a parlé, c'est que nous nous inscrivons dans une logique de nexus eau, énergie et souveraineté alimentaire. C'est-à-dire que le dessalement, on va le faire à travers l'énergie renouvelable. Et que dans les différentes stations de dessalement, en tout cas pour la plupart, une partie de l'eau va être dédiée aux énergies, va être dédiée à l'agriculture. Et sans parler du fait que nous allons économiser de l'eau des barrages pour aller vers l'agriculture. Et dans ce cadre-là, on est parfaitement en ligne avec ce nexus eau, énergie et souveraineté alimentaire. Et d'un des points aussi fondamentaux dans lesquels nous nous inscrivons et sur lesquels nous travaillons, c'est voir la possibilité d'avoir un quota de production pour le marché intérieur. Ça va nous permettre véritablement d'assurer que ces soubresauts que nous sommes en train de vivre, qu'on puisse les contenir. Parce qu'il faut le dire, ces soubresauts vont continuer à voir le jour. Il faut être réaliste. Parce qu'aujourd'hui, le prochain mois du Ramadan, eh bien, il n'y aura pas de la production de tomates, n'est pas prévue à cette date. Donc il y a une réalité qui s'impose à nous. Mais malgré tout, nous allons agir pour essayer de mieux gérer les choses et faire en sorte à ce que cette inflation soit plus contenue, etc. Sans parler du fait que nous allons agir aussi sur les intrants pour améliorer la productivité et pour pouvoir avoir une production, je dirais, qui soit arrêtée. Et nous avons mis en place une surface supplémentaire dédiée au blé, donc avec 100 000 hectares qui vont être donnés uniquement au blé pour pouvoir avoir ce fameux stock stratégique dont on a besoin, dont le souverain a appelé de ses voeux. Et sans parler du fait que lorsqu'on n'arrive pas, c'est qu'on puisse diversifier aussi nos sources d'approvisionnement pour qu'on ne soit pas dépendant, je dirais, d'un pays et qui rentre aussi dans le cadre de la souveraineté par rapport à cela. C'est ce que nous avons fait pour le blé dont j'ai parlé tout à l'heure. C'est aussi valable pour la souveraineté énergétique. Dans ce cadre-là, nous veillons à augmenter la part d'énergie renouvelable dans le mix énergétique. L'objectif, vous le connaissez, c'est 52% à l'horizon 2030, mais on va aller au-delà, on risque d'aller à plus de 62% pour pouvoir réduire au maximum ce genre de choses. Nous avons diversifié aussi nos sources d'approvisionnement en matière de gaz. Aujourd'hui, comme vous le savez, grâce à l'Espagne et à la feuille de route qui a été arrêtée par le souverain avec le président du gouvernement donc espagnol, nous avons pu inverser le gazoduc. L'Algérie, comme vous savez, a décidé d'arrêter de nous vendre et décidé de ne plus utiliser carrément le gazoduc pour qu'on n'ait pas de royalty en gaz. Eh bien, aujourd'hui, nous sommes libres de cette problématique grâce à la réinversion donc du gazoduc qui nous permet d'importer du gaz de là où on veut. Aujourd'hui, on l'a importé des États-Unis, demain on peut l'importer de Qatar, etc. et qui sera liquéfié et qu'on pourra obtenir donc au Maroc, sans parler du fait qu'on est en train de chercher à avoir aussi d'autres sources pour ne pas dépendre uniquement de ce gazoduc à travers, je dirais, l'aménagement de ports, notamment le port de Mohammedia, en barge flottante pour pouvoir avoir accès à ce type de gaz et d'autres ports aussi vont en bénéficier. Et puis, toujours dans le cadre de la souveraineté énergétique, le stockage stratégique qui s'impose. Et l'idée, c'est d'avoir plus de stockage, et ça a été décidé dernièrement, donc on va avoir déjà plus de mois de stockage pour être tranquille, mais aussi développer les surfaces de stockage pour pouvoir nous préserver d'un quelconque choc en la matière. La souveraineté industrielle, je ne vais pas vous faire l'offense d'en parler, puisque le ministre est là pour vous développer tout ça, mais l'idée majeure, c'est développer le Made in Morocco, aboutir à plus d'import-substitution, et surtout travailler aussi sur l'offset pour avoir une meilleure intégration économique par rapport à tout ça, mais tu développeras ça mieux que moi par rapport à ces points. Alors, donc voilà la troisième bataille que nous sommes en train de mener, qui est celle de la souveraineté. À côté de cela, nous avons la bataille de la relance économique et de la génération d'emplois. Là aussi, un certain nombre de mesures conjoncturelles ont vu le jour. Nous avons beaucoup investi, l'État a investi. Et je dois dire aussi, c'est quand même important, c'est qu'on a décidé d'augmenter encore plus les investissements publics. Et c'était discutable dans une conjoncture où on avait une augmentation importante des subventions, donc des produits alimentaires à travers la compensation. Nous avons décidé de passer à 300 milliards de dirhams
donc d'investissement. On était à 220, on est passé à 300 milliards de dirhams entre 2022 et 2023. Donc un fort investissement massif des investissements publics. Mieux que ça, nous avons aussi amélioré et accéléré le rythme de ces investissements publics. Moi, je peux vous dire, au niveau du ministère de l'Équipement, pour ce qui concerne les dépenses de paiement, eh ben, nous avons atteint 80%. C'est-à-dire qu'on a réalisé 80%, les entreprises ont réalisé et se sont faites payer. Et c'est aussi un élément essentiel de rythme, d'accélération donc des investissements publics pour que les entreprises puissent être accompagnées. Nous avons également agi pour aider les entreprises à s'en sortir, donc avec le remboursement des 13 milliards de dirhams donc de la TVA, qui était un élément essentiel. Nous avons aussi donc mis en place, toujours pour accompagner l'entreprise, la fameuse circulaire du chef du gouvernement sur qui a porté sur la problématique de l'augmentation des prix des matériaux de construction, qui a permis en fait aux entreprises, et nous avons beaucoup insisté pour que cela puisse se faire, pour permettre aux entreprises d'étaler en fait la réalisation des projets sans payer des amendes et des pénalités de retard, et aussi de résilier certains marchés qui devenaient irréalistes vu l'augmentation importante des prix, etc. Donc qui a permis aussi de sauver et de préserver des emplois. Sans parler du fait qu'il y a eu le programme Aouraj, et je dois dire clairement, le programme Aouraj, donc qui a permis à 100 et alors je vais vous donner le chiffre exact, 103 600 personnes qui ont bénéficié de cela. On a donné pendant 4 à 6 mois des revenus. L'objectif, c'était de donner des revenus à des personnes qui en avaient besoin pour les aider à s'en sortir. Et il y a eu le programme Força aussi, qui a été mis en place, où 15 400 bénéficiaires ont été soutenus pendant cette année avec une enveloppe d'1,250 milliard de dirhams. Sans parler, évidemment, d'un des points essentiels qui a été fait, toujours dans le cadre du soutien des entreprises en difficulté. Il y a eu tout ce qui est l'oxygène et relance qui a été maintenu et prolongé. Et puis, il y a eu un point qui me semble essentiel, c'est que dans cette logique, nous avons mis en place aussi un certain nombre de mesures pour aider les entreprises en difficulté à se maintenir en fait et à maintenir l'emploi, sans parler des 40 000 emplois que nous avons créés au niveau de la fonction publique au cours de l'année 2023 actuellement. Alors, mais encore une fois, ces mesures conjoncturelles ont été accompagnées par des mesures structurelles. Premièrement, la charge d'investissement. On vient avec une nouvelle logique. La logique qui consiste à, en plus d'aider un certain nombre de secteurs, c'est d'apporter une aide supplémentaire en fonction des territoires. Et notamment, on a dépassé la logique régionale pour nous inscrire dans une logique provinciale. Et la liste est sortie, donc il y a des provinces où on va avoir des aides de 10% donc de l'investissement réalisé, et dans certaines provinces, on va arriver jusqu'à 15%. Mais en plus, il y a un effet additif. C'est-à-dire, en plus de ces 10%, ces 15%, ben, si on crée beaucoup d'emplois, on va avoir 5% supplémentaires. Si on est dans l'innovation, on a 5% supplémentaires. Si on embauche beaucoup de femmes, ben, on a 5 autres %. Donc, on peut arriver jusqu'à 30%, donc, etc., qui sont accordés comme aide directe pour quelconque investisseur qui investit dans ces régions ou qui investit ailleurs en fonction des besoins. Et donc, là aussi, c'est un élément essentiel parce que ça pousse à réaliser l'objectif majeur qui a été fixé par le souverain pour le secteur privé, d'atteindre en fait un investissement d'ici 2026 de 550 milliards de dirhams pour la création de 500 000 emplois. C'est une ambition lourde, mais aujourd'hui on se donne les moyens de l'atteindre, sans parler du fait, pour vous aider, c'est que j'ai parlé de dessalement, ben, toutes les stations de dessalement vont se faire dans le cadre d'un partenariat public-privé. Donc le secteur privé est amené à venir donc investir avec nous et rentrer dans cette logique pour pouvoir répondre à ces attentes et répondre à cet objectif fixé par le souverain. Nous avons, à côté de ça, il y a le pacte d'investissement qui a été mis en place avec un certain nombre de moyens, donc de 2 milliards de dirhams dans cette loi de finances qui ont été apportés. Et il y a aussi le fameux fonds Mohamed VI qui a été mis en place
Aujourd'hui, avec Semi Chaboun, il y a des sous-fonds qui vont voir le jour, dont le sous-fonds infrastructure et d'autres sous-fonds qui verront le jour et qui permettront aussi ce partenariat public-privé. Nous incitons les entreprises marocaines à s'investir et à participer dans le cadre de cette dynamique nouvelle d'investissement pour aller vers les secteurs les plus prometteurs, mais aussi pour aller vers l'innovation et apporter, en fait, nous inscrire dans ce que nous voulons, donc c'est mieux positionner le Maroc par rapport à l'avenir. Alors, à côté de ça, nous avons aussi mis l'accent sur l'appui à l'entreprise sur le plan structurel. Et moi, je vais vous parler de quelque chose qui me tient particulièrement à cœur, c'est le nouveau décret sur les marchés publics. Ce nouveau décret sur les marchés publics a fait tomber un tabou. C'est quoi? C'est le fameux moins 10 ans. Là, on va passer du moins 10 ans vers le mieux 10 ans. Et ça va changer complètement l'approche parce qu'on va avoir la meilleure offre. Et donc, on va plutôt s'intéresser, à partir d'un prix moyen qui sera arrêté, vers les offres les plus compétitives qui permettront d'avoir les meilleures qualités au lieu d'être vers l'offre la plus faible financièrement. Et on a vu la destruction que ça a eu, parce que ça a eu double effet. Ça a détruit les entreprises elles-mêmes, puisqu'à force de vouloir obtenir des marchés et proposer n'importe quel prix, elles étaient incapables de réaliser. Et ça va améliorer, c'est la qualité des actions, parce que, évidemment, quand on se propose des prix très bas, ça nécessairement se retrouve avec une qualité moindre. Donc là, c'est une problématique majeure qu'on arrive à dépasser. Deuxième élément clé dans le cadre de ce décret, c'est que 30% des marchés publics vont aller à la petite et moyenne entreprise, et à la TPE et aux coopératives. Mais nous avons introduit autre chose qui est très important, et sur lequel je voulais mettre l'accent, c'est que nous avons introduit le fait qu'on allait favoriser les projets qui étaient les plus intégrés. Et donc, plus on utilise les matériaux locaux, plus on utilise, c'est pour améliorer, avoir une sorte de noircissement de la matrice d'entrée et sortie, c'est-à-dire renforcer l'intégration et les liens entre les entreprises marocaines. On a beaucoup d'entreprises qui exportent, et après on réimporte leurs produits au Maroc, au lieu de le vendre donc aux entreprises qui sont à côté. Donc ça aussi, c'est un changement majeur sur lequel nous agissons. Nous avons introduit un autre aspect qui est important, qui est celui du plan de charge. C'est-à-dire aujourd'hui, une entreprise qui a 10 000 marchés, il n'y a aucune raison qu'elle ait d'autres marchés supplémentaires pour ouvrir la voie à d'autres PME pour intégrer en fait ces marchés, sans parler d'autres mesures qui ont été intégrées pour soutenir l'entreprise dans ce cadre-là. Deuxième mesure phare, là aussi Riyad va en parler, c'est les délais de paiement. La loi sur les délais de paiement qui est passée et qui s'inscrit parfaitement dans cette logique, parce qu'aujourd'hui, il faut le dire, nous sommes à plus de 445 milliards de dirhams de dettes interentreprises. Et aujourd'hui, il faut aussi qu'on vise, parce qu'on parle beaucoup des intérêts moratoires et des retards de paiement de l'État et de l'administration, et on oublie les intérêts, la problématique des retards de paiement des entreprises. Et le plus dur, et il faut le dire, c'est que ce sont les grandes entreprises qui bouffent les petites. Parlons clairement. Donc aujourd'hui, il s'agit aussi de s'attaquer à cela pour essayer de dépasser cette problématique, sans parler enfin, on a une vision claire. L'IS, on a passé dans cette loi de finances le rythme de baisse de l'IS. On passait de 31% à 20% pour l'ensemble des PME, et les grandes entreprises qui gagnent plus de 100 millions de dirhams vont passer de 31% à 35%, et les entreprises financières vont passer de 35% à 40%. Donc voilà une vision qui s'inscrit dans une logique de solidarité et qui s'inscrit dans une logique d'équité fiscale dans laquelle on s'est inscrit, sans parler évidemment de la baisse de la cotisation minimale on est passé de 0,55 à 0,25 aujourd'hui, et on continue à baisser pour la supprimer à terme, et bien sûr la relance du secteur du bâtiment qui devrait apporter ses fruits. Il y a encore des ajustements à faire sur ce point, parce que le produit qui a été fait aujourd'hui a le mérite d'exister, mais il s'agit de l'améliorer, de l'ajuster en fonction des territoires pour qu'il soit beaucoup plus efficace à l'avenir, et qu'on donne un coup de fouet à ce secteur qui est très important pour notre pays et qui emploie évidemment beaucoup de personnes. Sans parler de la mise en place d'une politique nationale de l'emploi et de l'entrepreneuriat qui est en cours de préparation et qui vise à réduire le taux de chômage, donc qui a atteint 11,8% cette année. Alors, à côté de ces mesures donc, pour la relance, il y a évidemment les éléments clés sur lesquels nous travaillons. Il y a la réforme de l'éducation, la réforme de l'enseignement supérieur, la réforme de la formation professionnelle, la loi sur la grève, et ça va être sujet de la discussion donc, pour le mois d'avril,
Et puis, évidemment, la réforme du Code du travail, qui aussi est dans le cadre du planning du gouvernement. Mais l'idée principale, dans laquelle nous inscrivons au niveau de ce cadrage global, c'est avoir plus d'agilité pour accompagner les incertitudes que nous sommes en train de vivre, donc liées aux différents chocs à venir. Alors, je vais vous parler également de la quatrième bataille, qui est celle de l'équité. Alors, je vais essayer de passer rapidement, je crois que j'ai la quatrième, non, c'est la cinquième. Alors, pour l'équité, je sais que, bon, je vais faire vite. Alors, pour l'équité, je vais vous parler évidemment, pour moi, d'une révolution sociale que nous sommes en train de vivre, qui est la généralisation de la protection sociale. Je vais vous expliquer pourquoi c'est un élément essentiel. D'abord parce que nous allons avoir la généralisation, nous sommes aujourd'hui à plus de 19 millions, 23 millions de personnes donc, qui sont inscrites aujourd'hui à la CNSS, donc il y a eu quand même une évolution majeure, et ce qui veut dire qu'aujourd'hui tout le monde a les mêmes droits, même les ramédistes, c'est-à-dire les personnes les plus démunies, vont avoir les mêmes droits que n'importe quel, employé ou fonctionnaire donc, au Maroc. Et mieux que ça, c'est que les personnes les plus vulnérables, s'ils vont dans l'hôpital public, ben, ils ne vont rien payer. Mais s'ils vont dans le secteur privé, ils vont payer et être remboursés à hauteur du niveau qui est fixé au niveau de la Caisse nationale de sécurité sociale et avoir le même panier de soins, ce qui n'était pas le cas par le passé. Donc ça, c'est une révolution majeure en matière d'équité. C'est ce que nous avons toujours défendu, c'est ce que nous sommes en train de réaliser conformément aux orientations royales. Deuxième élément clé, c'est les allocations familiales. Alors les allocations familiales ont subi une évolution. C'est-à-dire aujourd'hui, ce n'est plus les allocations familiales classiques que nous connaissons, c'est-à-dire en fonction du nombre d'enfants qu'on a, ça va être l'allocation aux familles. C'est-à-dire toutes les familles déshéritées ou vulnérables vont bénéficier aussi d'allocations, qu'ils aient des enfants ou qu'ils n'aient pas d'enfants. Qui c'est des personnes âgées également, qui ont des enfants qui sont grands et qui ne vivent plus avec eux, vont aussi bénéficier d'allocations familiales, c'est-à-dire l'allocation aux familles, et qui va permettre, et Madame la Ministre est là pour en attester, vont permettre d'avoir aussi des rentrées fixes. Et ce qui est important, et je voudrais beaucoup mettre l'accent sur ce point, c'est qu'on va assurer un revenu fixe, régulier, à des millions de personnes qui n'en avaient pas. Vous avez vu au moment du Covid, combien de personnes qui ont été inscrites dans le Covid? 5 700 000 familles qui vivent dans l'informel et qui n'ont pas de revenus stables. Aujourd'hui, on va avoir un minimum de revenus pour l'ensemble de la population vulnérable. Mieux que ça, dans le monde rural, vous savez, tout dépend de la pluie. Or, la pluie, personne ne sait quand est-ce qu'elle sera au rendez-vous. Donc aujourd'hui, on va leur assurer aussi ce minimum vital qui leur permettra de subvenir à leurs besoins et aux besoins de leur famille, et aussi les emmener à l'école, assurer donc la santé, puisqu'ils ont aussi l'assurance maladie obligatoire, etc., etc. Et quand on parle de santé, en fait, quand on parle de la généralisation des allocations familiales, mais quand on parle surtout de la généralisation de l'assurance maladie, on va dire oui, d'accord, mais encore faut-il qu'on ait une offre de santé adéquate. Là aussi, il y a toute une réforme qui a été mise en place pour répondre à cette attente et pour répondre à ce besoin dans cette matière, avec la mise en place d'abord d'attirer du personnel de santé, avec un système de rémunération constitué d'une partie fixe et d'une partie variable, sans parler de l'augmentation dont j'ai déjà parlé. Donc on va être rémunéré à l'acte, ce qui veut dire que plus on sert les Marocains, plus on aura, je dirais, une entrée d'argent, et le revenu peut atteindre jusqu'à 100 000 dirhams par mois. Nous allons aussi mettre en place, en plus de la création de la haute autorité de santé, on va avoir un élément essentiel, c'est les groupements sanitaires territoriaux. Donc ça va être géré au niveau des régions, et donc en fonction de la logique régionale, des spécificités régionales, et c'est le CHU qui va être maître d'œuvre en la matière, et toutes les régions du Maroc auront leur propre CHU. Donc c'est un changement majeur en la matière. Il y aura la création de l'Agence nationale des médicaments et des produits de santé, l'Agence marocaine du sang et de ses dérivés, et la création évidemment de la haute autorité de la santé pour s'assurer de l'application de cette vision stratégique qui a été mise en place en matière de santé, et donc qui va accompagner ses besoins futurs donc en la matière. Il y a aussi un élément essentiel dont je voudrais parler, c'est que quand j'ai parlé des aides directes qui sont accordées, en fait, on a un changement radical qui est en cours. C'est qu'on est en train de mettre en place ce qu'on appelle le régime social unifié. Ce régime social unifié va permettre d'identifier les personnes ou les ménages, parce qu'on va dans une logique ménage, qui vont bénéficier de cette aide, mais vont nous permettre aussi de mieux cibler les aides sociales de l'État.
Aujourd'hui, l'État donne entre 10 et 12 milliards de dirhams, mais malheureusement, l'efficacité n'est pas au rendez-vous. Et l'idée, c'est de sortir les gens de la pauvreté à travers cet accompagnement et à travers toutes ces mesures qui sont mises en place et ce ciblage de ces aides donc vers ces différentes personnes. Et c'est comme ça qu'un certain nombre de choses ont été faites en la matière. Il y a aussi l'égalité homme-femme avec la stratégie qui vient d'être adoptée dernièrement et avec cette vision majeure en fait qui consiste à renforcer la capacitation des femmes pour qu'elles puissent mieux s'intégrer parce que nous sommes fixés un objectif peut-être qui est trop ambitieux mais de passer de 21% de taux d'activité des femmes à 30%, mais l'idée c'est de remettre en marche la machine pour que les femmes rentrent sur le marché du travail et favoriser l'élargissement aussi de la classe moyenne. Ça aussi, nous avons aussi le programme de soutien aux handicapés, le programme de soutien aux veuves, aux personnes âgées et aussi aux jeunes avec des cartes jeunes qui seront accordées, sans parler tout ça de la réforme de la retraite globale qui va aussi avoir, je dirais, cette solidarité intergénérationnelle et qui rentre dans le cadre de cet objectif. Et puis, comme j'ai eu l'occasion de le dire, nous sommes en train de revoir toute la logique globale visant à réduire les disparités sociales. D'abord, on remet en place le système, on remet je dirais, en cause et on revoit, on évalue le système de réduction du programme de réduction des inégalités sociales au niveau du monde rural. Deuxièmement, on s'inscrit dans une logique de territorialisation de l'investissement, comme je l'ai dit. On va avoir les contrats État-région qui sont établis de manière, je dirais, transversale, mais qu'on fait ensemble avec le gouvernement pour pouvoir réaliser les programmes de développement des régions. Mais surtout, on met en place la déconcentration. La fameuse charte de déconcentration, on l'a négociée, on est en train de discuter pour qu'elle soit mise en place. On aura des directeurs centraux qui vont décider donc au niveau des régions et donc on aura des interlocuteurs pour les présidents de région et pour les wali de région qui seront là pour pouvoir prendre des décisions et ne pas attendre rabat pour décider. Moi je peux vous dire déjà au niveau de mon ministère, nous avons décidé de donner 80% de la décision aux directeurs régionaux pour qu'ils puissent être en phase avec les attentes et pour accélérer, je dirais, la décision et avancer sur les grands programmes essentiels, sans parler des sociétés régionales multiservices qui vont voir le jour et qui vont permettre aussi de régler la problématique majeure que nous avons, notamment au niveau du monde rural, dans le cadre de cette solidarité ville-campagne, donc qui est celle de l'eau potable, parce qu'on a aujourd'hui 98% de la population rurale qui a de l'eau potable, mais 44% qui sont véritablement ont un branchement d'eau. Donc aujourd'hui, il s'agit d'élargir cela et la problématique de l'assainissement qui ne concerne que 10% de la population. Alors enfin, je voudrais boucler sur la dernière bataille, c'est celle des transitions. Et aujourd'hui, ça a été rappelé, la transition énergétique est une des problématiques majeures et nous sommes en train de nous positionner. Vous savez que le Maroc est dans le top 5 donc, en termes d'attractivité par rapport à l'hydrogène vert. Nous avons aussi l'OCP qui a lancé un grand programme d'ammoniac vert et donc on est acteur déjà, on n'attend pas que les sociétés étrangères viennent investir, mais on est déjà acteur à travers l'entreprise publique de l'État qui est l'ONU, plus les différentes lois dont a parlé ce directeur, donc pour ouvrir en fait le marché de l'électricité et favoriser aussi le développement des énergies renouvelables donc pour soi-même et on va aller plus loin que les projets de loi dont a parlé notre ami de la Bird. Sans parler, évidemment, il y a la transition numérique qui est un élément essentiel. Nous avons une stratégie du numérique qui va être présentée prochainement avec déjà 1 milliard de dirhams qui a été arrêté, l'accélération du e-gov et aussi la mise en place pour s'inscrire dans cette dynamique internationale qui s'impose à nous aujourd'hui et la transition écologique avec une nouvelle stratégie nationale pour le développement durable où les territoires vont être au centre de cette stratégie, sans parler évidemment de ce que j'ai dit sur le budget climat et tout ce qui concerne et tout ce qu'on fait en matière d'eau, mais également en matière d'environnement. Alors, pour conclure, je voudrais partager avec vous deux convictions personnelles. La première conviction, c'est que, il faut le dire, cette crise multiforme que nous vivons n'est pas une crise passagère. C'est une crise c'est pas une crise conjoncturelle dont les effets vont s'oublier bientôt. C'est une crise qui est durable et qui est structurelle. Et c'est ça l'élément essentiel dans lequel on doit s'inscrire. Parce qu'elle va transformer l'économie, mais elle va transformer également la politique, elle va transformer la société. Et en fait, on a un nouvel ordre économique mondial qui est en train de se dessiner, mais aussi un nouvel ordre politique et qui est en cours. Et aujourd'hui, en fait,
il faut le dire, la demande, de par cette incertitude qui est liée à ça, la demande de protection, la demande de justice, la vision stratégique s'impose et devient de plus en plus forte par rapport à nos concitoyens. C'est pourquoi nous considérons que cette crise, on ne doit pas la subir. Cette crise, on doit l'affronter de front. Cette crise, il faut aussi l'affronter en disant un langage de vérité par rapport à nos citoyens. Et cette crise, il faudrait l'affronter également en réalisant les changements structurels nécessaires, parce que nous avons aussi beaucoup d'opportunités dans le cadre de cette crise qu'il faut absolument saisir. La deuxième conviction, c'est qu'aujourd'hui, et ça c'est une question majeure qui me porte particulièrement à cœur, c'est que si on veut véritablement réussir, si on veut gagner ces batailles, on a besoin de confiance. On ne peut pas gagner cette bataille dans le cadre d'une société de défiance. Nous avons besoin de gagner la confiance. Et ce n'est pas facile de la gagner. Parce que quelque part, qu'on le dise ou pas, vu l'ampleur de cette crise, vu ces incertitudes, nous avons un sentiment, en tout cas une perception d'impuissance. Et c'est ça qui est grave. Et aujourd'hui, nous voulons et nous tenons à dire qu'aujourd'hui, nous avons la capacité de faire face à cette crise. Et nous sommes en train d'agir pour y faire face. Et mieux que ça, nous allons la dépasser et sortir de cette crise. Mais pour ce faire, on doit clarifier le cap, on doit être dans une logique de protection et de considération par rapport à nos concitoyens, mais on doit surtout gagner l'espoir et la confiance de nos concitoyens par rapport à notre action. C'est ce que nous allons faire. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.